À la une ce soir, la liste des 33 retenus par le MIP pour les élections anticipées de la mairie de Sainte-Marie, présentée ce matin par le chef de file du mouvement Bruno Nestor Azero. Le tourisme, bilan positif pour le premier semestre 2017, le taux d'occupation des chambres d'hôtel est en légère hausse grâce à la fréquentation des touristes locaux, vous le verrez. Le Black Genius Festival, suite et fin de la 7e édition de la manifestation ce dimanche. Une manifestation qui prône la valorisation des cultures afro-caribéennes. Et puis elle est au sommet de son sport. Canel Léger, championne du monde de savate box pour la deuxième fois. Elle a pu conserver sa ceinture mondiale hier soir. Un combat à revivre dans votre page sport en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Une semaine après avoir annoncé sa candidature à l'élection municipale anticipée de Sainte-Marie, Bruno Nestor Azero a présenté aujourd'hui ses colistiers. Ce matin, à la Maison du Bellay, une nouvelle étape vers la reconquête du siège de maire laissé par le député du Nord en juillet dernier. On voit cela avec Guillaume Bacoul. Une démonstration de force. Comme pour mieux se rassurer, le mouvement Initiative Populaire de Bruno Nestor Azero a investi la Maison du Bellay en nombre ce dimanche. L'occasion de présenter la liste qu'il conduira lors de l'élection municipale du 26 novembre prochain, mais surtout de régler ses comptes avec les amis d'hier et ennemis d'aujourd'hui. Cible principale de la vindicte de BNA, l'alliance Vatenard-Covert. Mon cher ami René Vatenard, honte à toi, parce que tu soutiens Jean-François Covert. Jean-François Covert, comme par enchantement, René Sainte-Marie, oui, comme par enchantement. Mais les pauvres, vous ne payez Robert. Il y a sûrement des personnes qui n'ont pas été très contentes parce qu'elles n'ont pas été retenues comme étant maire. Et toutes ces personnes-là ont tout fait pour exploser le binôme René Vatenard et Bruno Nestor Azero. Le passé, c'est le passé, on ne va pas y revenir. Maintenant, j'ai représenté ce matin une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique administrative et politique pour que nous puissions obtenir les meilleurs résultats qu'il faut pour permettre à Sainte-Marie d'être non pas la capitale du Nord, mais la capitale de la Martinique. Une nouvelle équipe de 30 colistiers unis sur la photo aux côtés de son capitaine, mais qui a quand même été soumise à la signature d'une charte comme gage de bonne foi. Le mouvement Initiative Populaire, ce n'est pas une boutique. Ou pas nous faire ça rouler, pourquoi pas. Donc il y a bien sûr des chartes. Vous savez, les hommes, d'une manière générale, sont ce qu'ils sont. Donc, meilleure manière pour faire bêtises, pour faire n'importe quoi, c'est là, ils ne pas ça pour pas faire. Quand vous avez un Jean-Baptiste Rodzen qui a travaillé à Bercy, qui est contrôleur de gestion à Bercy, qui est sous-préfet, quand vous avez de tels individus dans une commune, est-ce que cette Marie a avancé ou bien est-ce qu'elle a reculé? D'après moi, beaucoup moins que cette Marie est plutôt avancée. Et je suis très content de ce qui se fait. Et à la limite, je dis comme moi que ces gens qui se détraitent, ils ont fait ça trop tard parce qu'ils ont empêché ces gens peut-être déjà d'y intégrer l'équipe là depuis bien longtemps. Les Samaritains se rendront aux urnes le 26 novembre prochain. Pour l'heure, Bruno Nestor Azero, Jean-François Covert, mais aussi Claude Coppel sont les 3 candidats déclarés. Bonsoir Eddy Marajo. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes notre consultant politique. On va revenir avec vous sur cette actualité politique, notamment à Sainte-Marie. Que retenir de cette présentation ce matin ? Écoutez, c'est l'aboutissement de la volonté de Bruno Nestor Azero de reprendre ses troupes en main. On évacue ceux qui, selon lui, dixit Bruno Nestor Azero, ont trahi et on prend des gens nouveaux qui signent un document qui atteste a priori de leur fidélité future. Mais bon, derrière tout ça, il y a effectivement une volonté très forte de Bruno Nestor Azero de garder Sainte-Marie sur un plan électoral, parce que ça représente probablement un apport non négligeable pour aller plus loin. Et c'est en filigrane, c'est ce qui existe, c'est aller plus loin. Parce que je ne crois pas que Bruno Nestor Azero puisse se contenter d'être le maire de Sainte-Marie dans les 10, 15, 20 ans qui viennent. Alors ces dernières semaines, on a assisté à plusieurs rebondissements. On a vu donc René Vatenard, qui avait été installé par Bruno Nestor Azero en juillet dernier, perdre sa majorité au conseil municipal. On l'a vu hésiter et finalement, il a carrément tiré à boulet rouge sur Bruno Nestor Azero, c'était lundi. Comment la population de Sainte-Marie, selon vous, va prendre en compte ces différents rebondissements? Est-ce que ça va rejaillir de façon négative sur Bruno Nestor Azero? Non, je ne crois pas. Je crois que Bruno Nestor Azero dispose d'une assise populaire, donc électorale, très forte.
Il l'a démontré à plusieurs reprises, il vient de le démontrer aux élections législatives, et je ne crois pas qu'il puisse être mis en cause sur un plan purement électoral. Par contre, il a à réfléchir sur probablement un bilan, sur probablement également une réorientation de stratégie politique, s'il veut aller plus loin. S'il se contente d'être maire de Sainte-Marie, a priori, il n'a pas de problème, mais pour aller plus loin, il faut fédérer. Et quand on a une commune divisée, même si la minorité reste extrêmement minoritaire, ce n'est pas une bonne chose pour l'avenir. Et il y a probablement autre chose, c'est qu'il y a des lignes de fracture qui sont au-delà des personnes. Il y a probablement des lignes de fracture idéologiques. Alors évidemment, on a balayé de revers de main toute forme d'idéologie au niveau communal. C'est pas vrai. Il y a des gens qui ont des idées et qui les défendent. Et là, on sait qu'il y a des idées qui s'opposent frontalement à celles de Bruno Nestor Azerot. Alors, certains disent que Bruno Nestor Azerot n'ira pas jusqu'à lâcher son poste de député. Lui, il maintient sa position. Il a encore affirmé aujourd'hui. Est-ce que c'est, selon vous, plausible ? Oui, c'est tout à fait plausible. Ça ne veut pas dire que ça se fera. Mais en tout cas, il y a de fortes chances qu'il aille jusqu'au bout, à la fois parce qu'il est un député de l'opposition et que, globalement, face à la machine Macron, si vous n'êtes pas dans son camp, ça va être compliqué, sauf s'il franchit le pas en disant « bon, ben, je fais comme les autres, je vais à La République En Marche, et là, je vais profiter des largesses éventuelles de gouvernement qui n'a pas trop de marge de manœuvre. Ou alors, il dit « je vais me concentrer sur la Martinique ». Et vous aurez remarqué que beaucoup d'hommes politiques qui sont de gauche, donc pas forcément proches de Macron, décident de retrait stratégique local parce qu'au niveau de l'Assemblée, ça ne va pas trop fonctionner. Alors vous me tendez la perche pour aborder le deuxième sujet de cette analyse politique. On va revenir sur l'actualité en Guyane et notamment la visite du président Emmanuel Macron. Une visite assez chahutée depuis la Ve République. 5 présidents ont foulé le sol guyanais pour une visite officielle et c'est la première fois qu'on a observé des jets de projectiles, 2 blessés, 5 interpellations. Quelles leçons tirer de ces échauffourées pour le président de la République, mais aussi pour les Guyanais ? Je dirais qu'il y a une coïncidence. Elle est historique, mais c'est une coïncidence entre la rencontre d'un mouvement populaire d'insatisfaction et la venue d'un président. Je pense que Macron l'a mal joué au départ, mais il s'est bien rattrapé. C'était risqué d'y aller ? Je pense qu'il a voulu probablement montrer de l'autorité. Alors, assez risque et péril. Sur un plan médiatique, c'est plutôt risqué. Mais vous avez vu que dès le lendemain, avec la balade dans les rues, ça a été renversé. Je pense que le malaise populaire est structurel en Guyane. Alors, je ne vais pas vous rappeler, vous qui êtes un spécialiste, tous les mouvements historiques, notamment des émeutes meurtrières. Il ne faut pas oublier Galmo, etc. La Guyane, c'est inscrit dans l'ADN des Guyanais d'avoir mal au rapport à la France, tout simplement parce que l'État français a très mal fait son boulot pendant des décennies, voire des siècles. Mais Macron apporte probablement quelque chose de nouveau, et ça, je pense que tous les observateurs l'ont bien noté. Il est dans une ouverture totale aux relations institutionnelles. Et c'est ça la solution, parce que tout le monde le sait ici, même ceux qui ont peur du 74 ou qui sont effrayés par les changements institutionnels, on sait très bien que la clé de la sortie de crise et de l'autonomie financière, notamment et fiscale... Alors, il y a une première porte de sortie, notamment avec Nicolas Sarkozy et ses consultations populaires, en Martinique aussi également. Tout à fait. Est-ce que cette annonce de vouloir changer les relations institutionnelles avec la Guyane et l'Outre-mer, d'ailleurs, qui a été aussi annoncée par le président Macron lors de l'ouverture des assises de l'Outre-mer, est-ce que cela repose sur vraiment quelque chose de solide, puisque on le disait, juste après la crise des Antilles en 2009, pareil, on a eu des états généraux, on n'a pas vraiment l'impression que les choses ont changé. Qu'est-ce qui nous laisse croire qu'aujourd'hui cela va changer avec Emmanuel Macron ? Non, ça a changé. En fait, contrairement à l'analyse globale, ça a changé. Les états généraux n'ont pas débouché sur des choses directes au niveau économique, mais les états généraux ont changé directement sur la mise en place des consultations. Et en Martinique et en Guyane, ça a changé la donne politique avec l'établissement entre guillemets, l'Assemblée unique. Et là, à mon avis, Macron, faut pas
faut pas le prendre à la légère quand il dit, y compris dans sa campagne électorale, attention, on a bien compris que vous avez peur du 74 et les gens veulent l'identité législative. Tout ce qui se passe en France sur le plan du droit, ils le veulent immédiatement aux Antilles. Ben, moi, je vous propose, Macron, Dixit, de prendre ce qu'il y a de bon dans le 74 pour vous, c'est-à-dire, par exemple, l'habilitation fiscale, le fait de prendre les rênes de la fiscalité, donc d'avoir des ressources locales, et je le mets dans le 73. Est-ce que vous êtes prêts à jouer le jeu? Et il va même jusqu'à remettre en cause le caractère figé de la Constitution pour les Réunionnais. Il dit, moi, l'amendement Vira-Poulet, je suis capable de le faire sauter. Donc, d'ouvrir la porte institutionnelle. Alors, vous pensez justement que ces assises de l'outre-mer vont être focalisées sur les relations institutionnelles entre l'outre-mer et le reste de la France? Non, je pense que c'est un moyen assez classique de faire retomber la pression, de mettre les gens autour d'une table. Et puis là, il y a une ouverture liée au numérique, tout le monde peut se prononcer, etc. Mais ça ne donnera rien de ce qui n'est pas déjà, rien d'autre que ce qui n'est pas déjà écrit. Et Macron, il a déjà écrit le scénario et il n'a pas d'opposition, il n'a pas d'opposition syndicale, il n'a pas d'opposition politique, donc il va faire ce qu'il a dit. Et il a déjà commencé largement. Merci beaucoup, Eddy Marajo, pour cette analyse politique de l'actualité de cette semaine. On poursuit ce journal avec les images d'une action menée ce matin par le collectif des citoyens du Sud et du Diamant pour alerter sur un litige juridique portant sur 1 200 000 € entre la commune et la société Cofic, l'affaire du terrain de la Chérie, où est installée une station d'épuration depuis 30 ans. Écoutez ces réactions. Requis par Loïc Régis. Le fondement de cette affaire, ça date de plus d'une trentaine d'années, puisqu'il y a une station d'épuration qui a été mise sur la commune du Diamant avec l'autorité du grand-père de Sébéké. Et là, aujourd'hui, ce sont les petits-fils et les fils qui réclament à la commune de payer le fait qu'il y a eu une station sans autorisation. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que monsieur, à l'époque, le père avait laissé un courrier pour la commune, pour la mairie, à cette époque-là, en disant que je vous donne l'autorisation d'implanter cette station. Et aujourd'hui, ils disent que c'est un état de fait et il faudrait que la commune paie. Mais il y a pire que ça parce qu'ils sont en train de faire des chantages au niveau de la commune pour obtenir un autre terrain où ils veulent effectivement créer des complexes. Donc nous disons non, nous ne pouvons pas accepter de tels compromis ni de telles choses qui se passent dans notre pays. Trop, c'est trop. La saison touristique 2016-2017 va bientôt s'achever. L'occasion pour le comité du tourisme de la Martinique de faire un premier bilan de l'année. Côté chiffres, on observe un meilleur taux d'occupation des hôtels pour les 6 premiers mois. Sans surprise, la basse saison est tirée vers le haut grâce au tourisme martiniquais. Les détails avec Sabrina Doré et Louis Sabas. Les touristes sont de retour en Martinique. Les craintes de l'épidémie de Zika oubliées et les chiffres du premier semestre 2017 sont en hausse par rapport à l'an dernier. 65,2% de taux d'occupation contre 62,9% en 2016, soit une hausse de 2,3%. Notre panel ne représente que 52% de l'hôtellerie martiniquaise, mais au moins il est à périmètre constant depuis 2007. C'est un vrai élément d'observatoire. Globalement, il y a quand même eu un effet négatif l'année dernière du Zika, notamment sur le deuxième trimestre 2016, ce qui s'est complètement estompé cette année. Il n'y avait plus le Zika, le mois de mai était un mois plus favorable en pont et le mois de juin a bien fonctionné. Si plus de 540 000 nuitées ont été enregistrées dans la première partie de l'année, le profil des clients ne change pas. 93% d'entre eux sont de nationalité française, dont 62% qui viennent de l'Hexagone et 27% de locaux. La saisonnalité de la Martinique est très très marquée. La haute saison ne dure que 3-4 mois dans l'année, c'est-à-dire de Noël à mi-avril, et qu'on a vraiment besoin de doper la basse saison, les mois de mai, les mois de juin, juillet, septembre, octobre, novembre, pour être beaucoup plus percutant. On a à cette période-là relativement peu de vols en provenance d'autres destinations que la France métropolitaine.
Donc c'est une période sur laquelle effectivement on doit travailler, hôteliers, comité du tourisme, etc. pour essayer d'être beaucoup plus performant. Un constat qui date de 30 ans. Aujourd'hui, le club des professionnels du tourisme Zilea entend changer la donne et séduire la clientèle du reste de l'Europe et d'Amérique. Pour cela, la fédération va se transformer en cluster, c'est-à-dire un groupement d'entreprises qui partagent une vision stratégique en travaillant ensemble. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'être plus constructif, c'est-à-dire que de travailler sur des produits sur lesquels des produits touristiques, travailler sur notre façon de fonctionner, c'est d'être plus pertinent aussi vis-à-vis du touriste, mieux le connaître, mieux identifier ses besoins, travailler sur des innovations en termes des applications numériques qui nous permettront justement de le fidéliser, alors qu'aujourd'hui c'est très difficile avec les OTA qui prennent quand même entre 15 et 20% de marge sur les hôtels et sur la plupart des structures. C'est tout ça qu'on essaie de changer au travers d'un cluster. Les chiffres 2018 s'annoncent encore meilleurs que ceux de cette année. Contrairement à nos voisins de Saint-Martin, Saint-Barth et la Dominique, nos structures hôtelières se sont vite remises du passage des ouragans Maria et Irma. La culture afro-caribéenne a l'honneur au festival Black Genius. La 7e édition s'est déroulée au Lamentin ce week-end. Mode, danse, gastronomie, concerts, les recettes de la manifestation seront reversées à un centre d'accueil pour des enfants au Ghana. Loïc Régis. Kevin est à la recherche de produits naturels pour entretenir sa peau. La jeune femme a trouvé son bonheur sur ce stand, un article sans composants chimiques. Apparemment, c'est du beurre de qualité brute et c'est ce que je recherche. Ça fait un petit moment que j'en ai besoin et du coup, comme elle en propose, donc j'en profite. Les produits naturels faits avec nos végétaux, nos plantes, pour éviter les produits chimiques. Quand on sait que dans les cosmétiques, il y a beaucoup d'aluminium, beaucoup de produits qui sont néfastes pour la santé. Donc, pourquoi pas ne profiter des produits que nous offre la nature. Les cosmétiques proposés ici viennent de très loin, de Côte d'Ivoire plus précisément. Une gamme fabriquée par des artisans, un argument de vente qui séduit la clientèle. Quand on regarde les produits qui sont vendus en général en grande surface, on voit surtout que quand on regarde la composition, il y a toujours un petit produit chimique. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui sera négatif. Alors qu'ici, vous allez regarder, il y aura vraiment le 100% naturel. Voilà, ça va être ça le plus important. Le Black Genius Festival est aussi un hymne à la mode, boucles d'oreilles, colliers et une tendance qui revient fort, la coiffe. Kelly Jolo propose une version à poser en moins d'une minute. Je fais rentrer, ça se pose devant. Je tire l'arrière. Là, j'arrange bien sur les oreilles. Et maintenant, on va juste croiser et on envoie derrière. Mets ta main devant pour moi, s'il te plaît. Quoi? Mets ta main devant pour moi, s'il te plaît. Oui. Et on envoie, tout simplement, et c'est fini. Je l'ai découvert justement là et j'ai trouvé que c'était très, très pratique. Comme mon mari de tête, il est différent de ceux des autres. Donc voilà, et, les clients apprécient parce que c'est différent. C'est pas pareil que ce qu'on voit d'habitude. Ce festival se veut la vitrine de l'excellence noire. Les artisans rencontrent directement le public. Après avoir enchanté les Guadeloupéennes, cette créatrice connaît aussi un succès en Martinique. Les clientes en Martinique sont soit plus généreuses, soit elles ont envie, elles sont friandes de tout ce qui peut tourner autour de la mode, tout ce qui est culturel, ethnique. Voilà, on a l'impression qu'elles ont besoin de ça, comparé ou en Guadeloupe, où je suis déjà établie, où effectivement je fais des salons, des ventes privées, voilà, où le panier moyen est quand même moindre. Pour sa 7e édition, le Black Genius Festival aura une fois de plus rassemblé les passionnés de la culture noire. Restez avec nous à suivre dans votre journal l'arrivée de Gilles Rondy qui a terminé son tour de Martinique à la nage ce matin à Fort-de-France. Et puis les images de l'élection de Miss India Martinique qui vient de nous arriver. L'élection vient de se terminer, vous découvrirez le nom de la gagnante dans quelques instants. Gilles Rondy, donc, arrivé à Fort-de-France ce matin, le nageur a bouclé son tour de Martinique en fin de matinée sur la plage de la Française. Après 20 km d'effort, 4 heures et 48 minutes. Un exploit réalisé dans le cadre d'Octobre Rose, un mois consacré à la sensibilisation pour lutter contre le cancer du sein. On écoute Gilles Rondy, interrogé par Yohan Boulard. Accueilli sur la plage de la Française en héros, après 5 heures de nage, Gilles Rondy, l'homme de bien des défis, vient de boucler le Tour de Martinique. 196 km pour allier la capitale d'où il est parti il y a 10 jours.
Objectif, sensibiliser au dépistage à travers le sport. On s'est arrêté dans 10 villes de Martinique. On a la Ligue contre le cancer qui nous a suivis et qui est venue faire de la sensibilisation sur l'intérêt du dépistage, sur l'intérêt de dépister le plus tôt possible pour être bien soigné. Et puis c'est aussi de sensibiliser les jeunes, peut-être de donner envie à certains jeunes de faire du sport, de relever des défis, parce que le sport c'est le meilleur médicament je pense pour éviter toutes ces maladies. Prochain grand défi d'Agile Rondy? Aucune idée là, pour l'instant pas de défi. On va se reposer, on verra après. Plus de 40 heures de nage au total, 20 km par jour, des passages délicats comme la Tape du Diable ou la Caravelle, des chiffres qui donnent le mal de mer et dont sa famille n'est pas peu fière. Je suis impressionnée, ça va faire 20 ans que je le connais, mais là franchement il m'impressionne, c'est épatant ce qu'il a fait. C'est un grand champion, c'est papa. Je savais même pas qu'il pouvait faire ça, mais c'est un grand champion. Parti du Carbet ce matin, la traversée s'effectue plus vite que prévu malgré le courant. De quoi forcer plus encore l'admiration à bord de ce bateau suiveur. Moi j'ai essayé de l'accompagner à Gand-Rivière, au bout de 250 mètres j'étais déjà fatigué, mais il est formidable. Je suis aussi concernée pour ces femmes qui souffrent du cancer du sein. Et vraiment, je vous avoue que c'est une belle action qu'il est en train de faire. Vraiment très belle action. C'est superbe. Et je crois qu'on n'a pas compris cela. On n'a pas compris qu'on a affaire à un surhomme, qu'on a affaire à un monsieur. Il avance systématiquement à 4 km/h. Par moment, avec le courant, il avance à 6 km/h. Même si ça a déjà été réalisé, je ne pense pas que ça a été réalisé à cette vitesse. Au bout de son effort, le public est venu saluer la performance ainsi que l'engagement de l'athlète. Même quand il y avait le fort courant, lui il continuait, il était jusqu'au bout, il donnait la force jusqu'au bout. Et en fait, quand il y a les petits jeunes qui ont plongé à Shellcher pour lui donner la force, qui nageaient avec lui, franchement là c'était rouleau. Un gros rouleau agile quoi. Franchement bravo. Ça me touche vraiment personnellement parce que en fait je tiens vraiment à le remercier de nous permettre de vivre en fait cet exploit avec lui. L'exploit de Gilles aura permis de récolter un peu plus de 10 000 €, une somme reversée à la Ligue contre le cancer qui la rapproche de l'objectif de départ, 120 000 €. Et encore une fois, un grand bravo à Gilles Rondy. Bravo également à Lorica Velayudan qui a été élue cet après-midi Miss India Martinique lors de la 8e édition de cette manifestation. Au départ, 13 candidats devaient participer. Seuls 7 se sont présentés, découragés par des polémiques sur les réseaux sociaux. On voit cela avec les images et les réactions recueillies par Johan Boulard. Ça m'a pris comme ça un jour de vouloir apprendre la culture, connaître, comme approfondir dedans. C'est très joli, les Miss. Je pense que ça ne s'arrête pas que aux origines indiennes, que n'importe qui peut connaître la culture. Si je suis élue Miss India, je pense que je partirai pour représenter la Martinique et connaître un peu plus d'autres mondes, comment ils valorisent la culture indienne. Et chaque année, nous avons des candidates qui se font mépriser et lyncher sur les réseaux sociaux ou autre part. En fait, moi, je réexplique le concept. Miss India, ce n'est pas réservé qu'aux Indiennes. Nous sommes dans des pays métissés. Nous sommes aux Antilles, nous ne sommes pas en Inde. Donc je reprends le concept de Miss India. Miss India est ouvert à tout public. L'idée, c'est vraiment de promouvoir ce que nous savons, transmettre nos savoirs. Donc ce que nous savons faire au niveau de la culture, le drapage de sari, toutes sortes d'ateliers en rapport avec la culture. Donc vraiment, c'est ça le concept de Miss India. Ça n'appartient pas qu'à la communauté indienne. Voilà, retour sur la journée internationale des langues et cultures créoles. C'était hier à Sainte-Marie, berceau du Belley. De nombreuses manifestations ont été organisées. Marc-Olivier Dream a pu assister notamment à une séance de la Sauté. Regardez. Au son du tambour et du bail-la-voix, le Cajounais avec ses pots de banane pourries émerveille plus d'un, eux-mêmes pourtant habitués à ces scènes du passé.
On a l'habitude de faire la sautée et puis moun font Saint-Denis. Mais jeudi et puis yo, m'a découvert qu'il y a servi la peau bonne comme engrais. Je ne jamais voir ça. Première fois je vois et je vois ça qui est intéressant. Mais pour faire conseil maman il faut qu'on ait un grand écoulement. Poursuite de la visite. Sur la propriété, le mets local tient la dragée haute avec sa viande locale, son boudin, farine de manioc, ses chips tinés, chips de patates douces et surtout la farine de banane, une fabrication pourtant pas si nouvelle que cela. Il s'agit d'un produit nous lancé, ça a fait 17 ans. Nous sommes en famille, nous avons 3 générations qui vivent de la bonne crêpe martiniquaise. Et nous avons relancé patrimoine. Un patrimoine transmis au cours de cette journée créole où jeunes et moins jeunes sont venus découvrir ou redécouvrir ces souvenirs des temps anciens. Ça fait toujours plaisir de voir ce qu'on fait chez nous. L'idée ici, c'était de venir trouver le lien entre, disons, les innovations dans le domaine de l'agriculture et du développement durable. La journée créole n'est pas un privilège, plutôt une occasion à saisir pour perpétuer une tradition linguistique. Des éclairages transmis pour ne pas mélanger langue, dialecte et puis patois. Nous sommes descendants directs, ça y a crié les Kalinago. Ici, ni l'heure, ni le lieu, ni les conditions sont réunies pour prendre un bain des marées. Mais l'assistance écoute avec attention l'orateur qui, lui, semble bien maîtriser son sujet. Pour l'association Les Amis de Casinel, il s'agit de commémorer cette journée sous toutes ses facettes. Si ouais, pas ni la vie, pas ni langue créole. Donc ça en ensemble. Donc nous essayons de valoriser tout ça moun qu'a fait tous les jours. Donc dans concentrer mon pédi en parlant de coups de main, de bain des marées, de manière manger et puis aussi de manière faire musique. Lié tradition et développement durable, depuis 1981, la Journée internationale du créole semble trouver écho auprès du jeune public dans un monde avec des modes de vie sans cesse bouleversés. Information pratique à présent, le planning du don du sang. Demain, vous avez rendez-vous à l'hypermarché Carrefour de Cluny, donc à Fort-de-France, entre 9h et 14h, avec toute l'équipe de l'EFS Martinique. Voilà, on passe au sport. Le sport, et on revient sur le gala de boxe qui s'est déroulé hier soir au Palais des Sports du Lamentin et qui a sacré une nouvelle fois Canel Léger, qui est donc double championne du monde de savate boxe dans la catégorie de 70 kg. Le combat à revivre tout de suite avec ces images et ce reportage de José Le Chertier. Adulé, porté en triomphe par ses fans, Canel Léger, l'enfant du pays, savoure sa victoire. Un combat que la championne du monde a remporté à l'issue des 4 rounds. La première reprise inter-round d'observation, Canel Léger provoque son adversaire et porte des coups précis. Lors de la seconde, Canel prend confiance, elle domine et se dépense sans compter. La troisième reprise est intense, Canel Léger hausse le ton, décidé d'en finir avec son adversaire. La Serbe ne parvient toujours pas à prendre le dessus, mais elle n'abandonne toujours pas. À la fin de la troisième reprise, la championne en titre accuse le coup. Épuisée mais pas découragée, elle puise dans ses dernières ressources et parvient à faire piller Tijana Vukovic. Les coups de la Martiniquaise, loin d'être légers, déstabilisent la Serbe. Canel réalise le doublé en battant Tijana Vukovic à domicile. Elle conserve sa ceinture de championne du monde de savate boxe française dans la catégorie mi-moyen 70 kg. J'avais dit je ne peux pas perdre chez moi, je ne peux pas organiser tout ça et puis mon capette, ça n'est pas possible. Donc le combat était dur, première reprise j'ai géré, deuxième reprise elle a repris le dessus.
3e et 4e, c'était pour moi. Et je savais qu'il fallait que j'aille le chercher. Je refusais vraiment de perdre ce combat. Je suis allée me faire mal. Bon, j'ai pris des coups dans les tibias, ça m'a fait mal. J'ai un gros hématome, mais il fallait que je gagne. L'autre finale mondiale a vu le sacre de la Française Cyrielle Giraudias, un titre que Cyrielle a remporté en Martinique en 2015. Plus tôt dans la soirée, un combat professionnel de boxe anglaise a tenu le public en haleine. Un combat opposant Jean-Jacques Olivier dit Hercule à Palko Attila de la Hongrie. Dès l'entame du combat, Hercule prend la mesure de son adversaire et le met au tapis. Hercule continue sur sa lancée, Palko met à nouveau genou à terre. Palko Attila ne peut contenir les frappes du Martiniquais, il tombe une 3e fois. Sous une avalanche de coups, Attila semble abdiquer, mais il se relève une nouvelle fois. La physionomie du combat ne change pas lors de la 2e reprise, Hercule déroule. Ce coup est décisif, le Hongrois met à nouveau genou à terre. Sur décision de l'arbitre, Jean-Jacques Olivier gagne sur blessure. Le premier round, je l'ai un peu observé tout en lui mettant des coups, mais j'ai vu que sur son bras avant, il avait une ouverture. Donc quand il envoie un bras avant, j'envoie un cross du bras arrière. Et j'arrivais à toucher correctement. Il a été compté 4 fois au premier round, et puis au 2e round, j'ai réussi à l'avoir. Au niveau français, Jean-Jacques Olivier est 4e sur 27. Pour atteindre l'élite et se mesurer au ténor de la discipline, il devra faire bonne figure lors des championnats de France qui auront lieu en décembre dans l'Hexagone. Voilà pour ce gala de boxe. On fait le point sur le reste de l'actualité sportive de ce week-end avec José Lechertier. En basket, fin hier soir des demi-finales de la Coupe de France, zone Martinique. Chez les femmes, c'est un match à sens unique entre l'Aigle Noir et le Golden Lion que l'on a eu droit au hall Péliartonassien. Intraitables, les Joséphines ont dominé leur adversaire de bout en bout. Elles s'imposent sur le score sans appel de 89 à 24. En finale, le Golden Lion sera opposé à la Gauloise. Chez les hommes, sans surprise, le Golden Lion a dominé l'US du Caucaise 91-44. Et comme chez les femmes, le Golden Lion sera en finale le 10 novembre prochain face à la Gauloise. Sport collectif toujours en volleyball. On jouait hier soir au Palais des Sports de Rivière-Salée le challenge de la Ligue. Chez les femmes, on avait droit à un éclair espoir. Et si les Saléennes font illusion lors des 2 premiers sets remportés par l'Espoir, lors du 3e, les Lucéennes déroulent et s'imposent sur le score de 3-7-0. Chez les hommes, le rayon était opposé au Good Luck, des Ansois certes quelque peu accrochés lors des 2 premiers sets, mais qu'ils remportent tout de même. Si le 3e set revient au forceps au Foyalais, le rayon s'impose finalement sur le score de 3-7-1. En triathlon, la première édition du Martinique est revenue à Francky Favre du cycloclub samaritain. Au menu, 2 km de natation à Trinité, puis 75 de vélo entre Trinité, Basse-Pointe, Ajoupa-Bouillon et Sainte-Marie. Et enfin 18 de course à pied dans les artères de Sainte-Marie. La priorité c'était l'organisation et je suis plutôt content. C'est une première édition, il y aura certainement des choses à améliorer et on a les oreilles grandes ouvertes pour accueillir tous les conseils, toutes les critiques constructives. Mais non, dans l'ensemble, plutôt une réussite pour moi et apparemment les retours que j'en ai, des parcours très sélectifs. Mais voilà, quoi, des points de vue magnifiques, un grand moment de plaisir. Le podium est complété par les professionnels Sébastien Moreau et Isabelle Ferrer. En natation synchronisée, après un stage de perfectionnement sur 3 jours pendant la semaine,
Nos jeunes nageuses étaient à la piscine communautaire de la CACEM. Il s'agissait, après ce stage conduit par Cecilia Jiménez-Nieto, de leur première compétition sélective pour les Carifta Games 2018 prévue en mars prochain à la Jamaïque. Elles étaient jugées sur des critères techniques et artistiques. Les nageuses ont été évaluées sur des critères qui prenaient en compte l'extension, donc si les figures étaient droites, des critères de lenteur et des critères de hauteur. Prochaine compétition de sélection le 26 novembre et ce sera à la piscine du Carbet. Voilà, et c'est ainsi qu'on referme cette tranche info. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans cette édition. Les 33 noms de la liste de Bruno Nestor Azero, présentés ce matin à la maison du Bellay pour les élections municipales anticipées de la mairie de Sainte-Marie. Le tourisme, bilan positif pour le premier semestre 2017. Le taux d'occupation des chambres d'hôtel est en légère hausse grâce notamment à la fréquentation des touristes locaux. Le Black Genius Festival, suite et fin de la 7e édition, la manifestation qui valorise les cultures afro-caribéennes, s'est terminée ce dimanche. Et puis, elle est au sommet de son sport. Canel Léger, championne du monde de savate boxe française pour la deuxième fois. Elle a conservé sa ceinture mondiale après un combat hier soir au Palais des Sports du Lamentin. À suivre la rétrospective de l'actualité 9/7, la météo de Ruth Fortuna. À 20h, votre film Sexy Dance 5. Demain, vous avez rendez-vous avec Sabrina Doré pour le journal à partir de 18h50. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à vous sur ATV.